Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Raphaël Yorka, bonjour Laurence Denervaux. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès car vous venez de publier un rapport très intéressant qui s'appelle La Terre du Milieu, la France modérée face à l'extrême droite, où finalement vous êtes allé en immersion au sein de la France dite modérée, la France démodérée, pour voir ce que cette France-là disait, pensait de l'extrême droite, disait, pensait de la France, disait, pensait de Marine Le Pen, voir si cette France-là, dont on considère qu'elle est assez éloignée, a priori de l'extrême droite et de Marine Le Pen, serait potentiellement touchée ou non, un jour ou l'autre, par l'extrême droite et par Marine Le Pen. Donc on va parler de ce rapport-là, donc, que vous venez de publier avec Destin commun. Peut-être un travail de définition d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on appelle finalement la France des modérés? C'est la France des centristes, c'est la France de la République en marche, c'est la France du ni de gauche ni de droite. C'est quoi la France des modérés? Alors, c'est sans doute un petit peu tout cela, mais c'est, en tout cas, si on peut la définir par la négative, c'est la France qui ne vote pas pour le Rassemblement national, en tout cas pas aujourd'hui, et qui n'y est pas non plus frontalement opposée. Donc, ce qui est un petit peu tout ce qu'il y a entre les deux, c'est le corps central de la société française. Je précise d'entrée de jeu que nous avons fait cette étude à un moment qui est important, qui est intéressant, qui est précisément 1 an après les législatives, et donc après l'arrivée à l'Assemblée nationale de 88 députés Rassemblement national, ce qui était, je pense, l'événement majeur de ce scrutin. Et donc, nous avons voulu savoir si l'arrivée en masse de ces députés RN avait fait évoluer l'image du RN auprès de cette France modérée qui vote, alors effectivement, qui vote plus pour Emmanuel Macron que la moyenne des Français, mais qui vote un peu pour d'autres aussi, et a priori pas pour le Rassemblement national aujourd'hui. Et nous avons identifié les groupes que nous avons interrogés à partir de la méthodologie de Destin commun, qui s'appuie sur la psychologie sociale, sur les systèmes de valeurs, et qui identifie 6 grands groupes au sein de la société française. Donc les 2 que nous avons interrogés là dans le cadre de 2 focus group qui duraient 2 heures chacun, ce sont d'une part des stabilisateurs et d'autre part des libéraux optimistes. Voilà. Et alors, comment vous avez fait concrètement pour interroger justement ces stabilisateurs et ces libéraux optimistes? C'est par des sondages, c'est par des questions en ligne, c'est par des entretiens que vous avez eus plusieurs heures durant au sein d'une salle, etc. Comment vous avez fait très concrètement pour rentrer en immersion au sein de cette France-là? Alors d'abord, on a fait résolument le choix de l'approche qualitative pour, je pense, dépasser peut-être le carcan des sondages et des questions pour faire ressortir des choses un petit peu hors radar. Et on a fait des focus group, c'est-à-dire qu'on a recruté, on a travaillé avec Kantar Public France, on a recruté au sein de leur panel, avec la segmentation de Destin commun, qui comporte un certain nombre de questions pour repérer justement ces différents groupes. On a recruté 2 fois 6 personnes, des stabilisateurs d'un côté, des libéraux optimistes de l'autre, et pour chacun des groupes, on les a interrogés ensemble. C'était une conversation pendant 2 heures que nous animions, mais où la conversation est très libre, et où on parle bien sûr de la politique et du Rassemblement national, mais aussi de beaucoup d'autres choses pour comprendre la façon dont ces gens raisonnent, leur rapport au monde, leur rapport à la société, leur rapport à autrui. Voilà, donc 2 fois 2 heures d'écoute avec ces 2 groupes. Et un mot pour compléter, d'habitude, on interroge souvent les électeurs RN pour comprendre leur motivation, etc. Là, le parti pris, c'était de faire exactement l'inverse. C'est essayer de s'intéresser à une partie de la population qui, a priori, a une forte culture anti-extrême droite. Et toute la difficulté et peut-être tout l'intérêt de l'approche, de cette approche qualitative, c'était de consister à dire, au fond, si on pose frontalement la question à cette partie de la population, qui par ailleurs se dit épanouie dans sa vie personnelle, heureuse, contente de son travail, c'est la France qui regarde c'est dans l'air. Vous voyez, c'est ce type de France bien identifié. Au fond, quand on leur demande frontalement, et vous l'extrême droite, et vous Marine Le Pen, il y a une espèce de rejet instinctif et automatique. Et toute la difficulté, ça a été de concevoir des questions, des cheminements qui, chemin faisant, au gré des 2 heures de discussion, les déportent, changent un peu de terrain d'expression pour gratter un peu cette première couche qu'ils mobilisent de façon spontanée et pour essayer de regarder un peu les imaginaires sous-jacents et essayer de regarder quels sont éventuellement les points de fragilité et les éventuelles passerelles qui feraient demain potentiellement pour l'extrême droite. Voilà. Alors, le premier sujet que vous abordez dans ce rapport, donc en immersion au sein de la France démodérée, c'est le sujet de la France, le regard que cette France-là
portent justement sur leur pays. Et il y a un terme qui revient beaucoup, je trouve, dans les nombreux verbatims que comporte évidemment le rapport, c'est le terme de Titanic, c'est le terme de bateau qui serait potentiellement en train de couler, bateau qui potentiellement n'aurait pas de capitaine en son sein. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le regard effectivement que cette France des modérés, que cette France éloignée de l'extrême droite porte sur justement leur pays? Alors effectivement, ça a été le premier exercice dit de technique projective, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas frontalement la question sur « et vous la France, qu'est-ce que vous en pensez ?» On leur a mis dans la situation suivante, imaginez si la France était un bateau. Et après, on a tiré le fil en leur demandant comment se passe la vie à bord, à quoi ressemble le capitaine, les conditions de mer. Et effectivement, a priori, les libéraux optimistes, et même dans leur intitulé, ils sont optimistes. C'est-à-dire que quelle que soit la houle, en principe, ils restent éminemment positifs sur le devenir de collectif. Et là, ce qui nous a frappé, c'est qu'effectivement, c'est chez les libéraux optimistes que cette métaphore du Titanic est apparue. Donc, première stupeur, c'est qu'une fois qu'on gratte la première couche dont je parlais tout à l'heure, on a des descriptions beaucoup plus sombres, où cette forme de déclinisme qui n'assumerait pas frontalement apparaît de manière beaucoup plus marquée quand on creuse. Moi, le deuxième... Pardon, vas-y. Aussi, entre... Justement, tout à l'heure, tu disais que sur leur propre vie, ils étaient plutôt heureux, plutôt satisfaits. Donc, un décalage assez frappant, qu'on appelle parfois le biais d'optimisme, entre sa propre situation et cette situation du pays qui est perçue de façon très négative, ce qui est par ailleurs la perception de l'ensemble du pays. Mais dans la bouche de ces groupes-là, c'est assez surprenant, effectivement. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, on leur a posé des questions du type... Est-ce qu'il existe des endroits sur le bateau où les gens se réunissent, où ils partagent des choses en commun ? D'abord, perception très nette d'un bateau à plusieurs classes, à 1, 1, 2, voire 3 classes, comme dans le Titanic, nous disent certains verbatims. Et puis, c'est ce qu'on a appelé dans notre rapport, il y a une forme de paralysie de l'imaginaire unitaire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement imprégnés de cette vision qu'on dit souvent archipélisée, c'est-à-dire qu'au fond, on vit dans des groupes isolés les uns des autres, que lorsqu'on leur demande, mais au fond, est-ce qu'il y a une figure, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose qui réunit encore? La réponse commune et spontanée, c'est non, il n'y a rien, et certainement pas auprès de la classe politique. Ce qui est quelque chose d'assez majeur, en fait. C'est-à-dire que ce sont habituellement des paroles que l'on entend de la part de populations plutôt réfractaires, plutôt très antipolitiques, ou très... On avait fait une étude sur l'abstentionnisme. On avait ce type de verbatim-là. Là, on est au cœur d'une France qui se sent plutôt bien, plutôt politisée, qui a une forte culture politique, et qui a beau chercher, les seules figures unitaires qu'il mobilise spontanément, c'est soit la société civile, Thierry Marx, qui ressort, soit des anciens, type Jean-Pierre Raffarin. Donc, comme si aujourd'hui, il n'y avait plus aucune figure politique qui était capable de réunir ce navire ou ce bateau France. Il y a un élément, je trouve, qui revient beaucoup, c'est l'absence de services publics, le sous-investissement dans les services publics et une lucidité finalement de cette France-là quand tu as l'importance pour l'État, pour les pouvoirs publics de réinvestir justement les services publics parce que en fait cette France-là voit la conséquence potentielle du désinvestissement de l'État et de la disparition d'un certain nombre de services publics au sein de certains territoires et donc au sein de certaines populations. Ça, je trouve que c'est très marquant dans le rapport. Absolument. Et on va le voir, cette dimension de contexte, en fait, a une incidence très importante sur le sujet dont on va discuter juste après, qui est la perception du Rassemblement national. Parce que, comme si les Français, aujourd'hui, jugeaient les différents partis plus tellement sur les valeurs, mais simplement sur ce qui est délivré, quoi, sur du concret, du solide, et en l'occurrence sur cette question des services publics qui est décrite comme absolument centrale et prioritaire. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on les a interrogés, comme on le fait souvent, sur un élément d'actualité, sur en l'occurrence le terme de décivilisation qui a été employé récemment par Emmanuel Macron. Alors dans l'ensemble, dans ces groupes-là, c'est un rejet de ce terme et de cette notion, mais c'est surtout en fait un agacement autour de l'idée que la classe politique et plus largement peut-être les élites se seraient égarées dans un débat sur des notions et des idées et qu'on oublierait l'essentiel, les services publics, l'hôpital, l'école. Ils le disent comme ça. Ce qui est important, c'est que les enfants puissent aller à l'école, que l'hôpital fonctionne, etc. Et on va voir que évidemment, c'est un discours que le Rassemblement national investit pas mal, ce sujet des services publics. Et ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette notion de service public, quand on dit France modérée, c'est pas la France bénie oui-oui qui vivrait dans une espèce de bulle ou athée, totalement déconnectée.
ils nous ont cité spontanément pas mal de faits divers récents où ils parlent d'une violence latente, donc ils sont parfaitement conscients de ce type de problématique. Ce que j'ai trouvé intéressant en lien avec le service public, c'est qu'ils font précisément le lien en disant, dans une France où les services publics ne seraient plus dysfonctionnels, il y aurait, selon eux, un degré de frustration et de violence au quotidien qui s'abaisserait. Donc ils font le lien spontané entre niveau de violence et dysfonctionnement des services publics. Et ça, je trouve que c'est une piste de réflexion intéressante, même d'un point de vue politique. Absolument. Et peut-être un dernier mot sur le regard qu'il porte sur la France. Je trouve qu'il y a un élément d'explication aussi de la grande solidarité qui a existé dans le pays durant la réforme des retraites, parce que finalement, on a vu une mobilisation qui a été soutenue massivement par toutes les classes sociales, par tous les niveaux sociaux globalement, quand bien même celles et ceux qui n'étaient pas concernés, etc., et qui n'allaient même pas se mobiliser pour la réforme des retraites, n'étaient pas concernés directement par la réforme. Et donc, je trouve qu'il y a un élément qui explique assez bien ça et qui met assez en lumière cette grande solidarité autour de la réforme des retraites. C'est le verbatim que vous utilisez de Matteo, 34 ans, qui dit il y a une première classe tranquille où tout se passe bien et une classe éco où les gens se demandent comment tenir jusqu'à la fin du mois. Et donc, en gros, on comprend la grande solidarité qui a existé, je trouve, contre finalement cette réforme des retraites à travers finalement cette lucidité d'une France qui va plutôt bien quant au malheur de l'autre partie de la France. Et donc je trouve que c'est très frappant dans votre rapport finalement la lucidité de cette France-là vis-à-vis de ceux qui sont peut-être un peu plus riches qu'eux, mais surtout vis-à-vis de ceux qui sont moins bien lotis qu'eux. Et donc je crois que c'est aussi un élément qu'il faut mettre en lumière, c'est-à-dire que voilà, une France qui va bien n'est pas forcément déconnectée aussi voilà de la France qui va un peu moins bien. Passons peut-être tout de suite sur la raison pour laquelle aussi vous avez fait ce rapport, c'est évidemment les 1 an du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. On fête aujourd'hui l'anniversaire, en effet, il est 1 an de l'arrivée, en tout cas de ce groupe de 80 députés RN à l'Assemblée nationale. Vous avez du coup interrogé cette France modérée sur ce qu'ils pensaient du comportement, de l'attitude des députés RN à l'Assemblée nationale. Ça, qu'est-ce qui vous a marqué du coup après finalement 1 an d'expérience et d'observation des Françaises et des Français quant à l'attitude et au comportement des députés RN à l'Assemblée? Je pense que de manière générale, ce qui frappe, c'est une grande ambivalence en fait dans la réaction, dans les perceptions de cette France modérée face au RN. Donc, de façon un petit peu schématique, il demeure une forme d'immunité, des défenses immunitaires assez solides qu'on a désignées par l'expression de facho-anxiété. On va la développer, je pense, par analogie avec l'éco-anxiété, donc qui se fonde sur une incompatibilité de valeurs qui demeure, mais en même temps, il y a des glissements, des ouvertures et petit à petit une forme d'acceptation, voire de curiosité. Et ça se joue, c'est ça qui est très important, essentiellement sur la forme. Pourquoi sur la forme? Évidemment, on connaît ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate. Marine Le Pen, qui dès les premiers jours de l'arrivée de ses députés, et on insiste, enfin, ces députés, c'est vraiment ce possessif, hein, c'est quasiment cette dimension de voilà, la mère de famille avec sa petite troupe, qui demandait à ses députés de porter une cravate, en tout cas pour les hommes. Donc cette stratégie de la respectabilité, de l'honorabilité, eh bien, effectivement, elle a un effet, dans le sens où elle a un effet surtout en regard de ce qui se passe par ailleurs à l'Assemblée. Ce qui est absolument frappant, c'est l'exaspération profonde de nos Français modérés et sans doute de l'ensemble des Français, hein, face à ce qu'ils décrivent comme une cacophonie. Les mots sont parfois très forts, le foutoir, le bordel, la basse-cour, la cour de récréation. Ça, c'est pour parler de l'Assemblée d'une façon générale. Voilà, de l'Assemblée nationale dans son ensemble. Et il faut insister sur le fait que là, on a affaire à des groupes qui s'intéressent à la politique, qui pour certains même regardent les débats parlementaires à la télévision, ce qui est loin d'être le cas de tous les Français qui disent aujourd'hui, je ne peux plus regarder, c'est insupportable, c'est fatigant. Et ils se posent la question, ils disent comment même peut-on légiférer dans ces conditions? Voilà, donc cet épuisement face à la conflictualité à l'Assemblée, et évidemment quand on regarde de plus près, on a mis en exergue ce qu'on a appelé le silence face au bruit, c'est-à-dire que le silence, c'est le Rassemblement national, cette stratégie dont on sait qu'elle est voulue, qu'elle est assumée, de la discrétion, du calme, de la courtoisie. Et en face, une stratégie absolument inverse de la France insoumise, au sein de la NUPES, qui assume une conflictualité qui est voulue, qui est même théorisée par Jean-Luc Mélenchon. Ça, on sait qu'aujourd'hui, ça produit un effet assez délétère sur les électeurs, en tout cas sur les modérés.
et que, par contraste, par effet de miroir, les députés RN sont perçus comme effectivement plus lisses, plus courtois. Voilà. Alors, on sait aussi que cette stratégie de la cravate et cette stratégie du pas de vague, en quelque sorte, elle est à double tranchant, parce que elle produit aussi un effet d'invisibilisation. On a demandé tout simplement aux gens qu'on a interrogés, est-ce que vous pouvez citer des noms de députés du Rassemblement national ? Très compliqué. Certains étaient incapables de citer des noms, d'autres se trompaient en citant Jordan Bardella, qui est au Parlement européen, ou Louis Alliot, qui ne siège plus aujourd'hui à l'Assemblée. Très peu, finalement, citaient Marine Le Pen elle-même. Une seule personne, voilà, ce qui est quand même intéressant. À l'inverse, beaucoup de noms de la France insoumise sortent, parce qu'on les a vus, on les a entendus. Donc cette invisibilisation, ça peut être une faiblesse du Rassemblement national. Et puis, deuxième faiblesse, le procès en incompétence. On a beaucoup entendu ça, c'est-à-dire que derrière cette esquive permanente, il n'y aurait rien, ce serait le néant, le vide absolu, comme ils l'ont dit, une incompétence, un manque de technicité, un manque de chiffres, voilà. Mais en même temps, c'est là qu'on dit que cette stratégie est à double tranchant. Certains leur accordent le bénéfice du doute. Cette phrase particulièrement révélatrice de Henri, je crois, il s'appelle, qui dit « S'ils proposaient des idées radicales, ça se saurait ». Sous-entendu, finalement, si on les entend pas tellement, c'est que sans doute ils sont relativement modérés. Voilà. Donc on voit qu'il y a une incidence très importante de la forme sur le fond, mais avec quand même cet effet en demi-teinte et à double tranchant de cette stratégie du pas de vague. J'en remets une couche, mais cet effet de contraste, il est très important en fait. On avait parlé ici d'ailleurs pendant la dernière campagne présidentielle, l'effet de contraste, il se jouait entre Zemmour et Le Pen. C'est Zemmour qui était le radical, qui avait revêti la tenue de Belzébuth, et Marine Le Pen qui, par contraste, paraissait totalement dédiabolisée. Là, tout se passe comme si... Alors, je précise, et on prend des précautions. On parle bien de deux segments très précis de la population française. Nos enseignements n'ont pas vocation à s'étendre à l'ensemble de la population. Mais je ferme la parenthèse. Mais tout se passe comme si, pour ces électeurs-là, l'effet de contraste de la radicalité se jouait non plus avec Zemmour, puisqu'il de toute façon il n'a aucun élu au Parlement, mais entre le RN et la NUPES. Et ça a été confirmé par des études Canty, on l'a vu lors du dernier sondage IFOP qui est paru au journal du dimanche, qui montrait que, en termes de perception, le parti plus radical, c'était pas du tout l'extrême droite, c'était LFI. Donc ça se vérifie bien. Et là où c'est important, et je reprends ma casquette plutôt de communicant, c'est exactement ce que tu as dit. Le verbatim, pour moi, presque central de cette étude, c'est celui que tu as rappelé. C'est tout se passe comme si la forme influer sur la perception du fond. Et ce verbatim, s'il proposait des choses radicales, ça se saurait, et il est dingue, en fait. Et ça montre bien qu'auprès de cette France modérée, et on va y venir après sur la figure de Marine Le Pen, mais tout ce travail de forme laisse des traces, y compris sur cette perception de la radicalité. Donc ça, je trouve que c'est un élément super important, et qui est une sacrée pierre pour nous autres progressistes. Je trouve que c'est un sacré challenge à relever, parce que cette première année, lorsqu'on entend, et je terminerai juste là-dessus, ce verbatim de cette petite dame qui dit, vous savez, moi, pendant des années, j'ai regardé les débats parlementaires, ça m'intéressait, je pouvais passer une demi-journée le mercredi pour regarder, et qui dit, mais devant ce foutoir, pour reprendre l'expression qu'on a entendue, ça devient illisible et incompréhensible, je ne regarde plus. On mesure la part d'écœurement chez cette France modérée, encore une fois, qu'a provoqué cette stratégie de la conflictualité à tout va, et qui provoque, par effet de contraste, encore une fois, cet effet de normalisation ou de lissement de cette image de l'extrême droite à l'Assemblée. Et ça, je trouve que c'est un élément quand même hyper important et un point d'alerte très important pour les forces NUPES à l'Assemblée. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est que cette exaspération qu'on décrit là, nous on l'a analysée sur l'année qui vient de s'écouler, et particulièrement à l'Assemblée nationale, mais on sait, il faut le rappeler, que ce n'est pas nouveau. Il y a exactement un an, nous avions fait ensemble également une étude sur l'abstention. Tous les abstentionnistes que nous avions entendus parlaient de l'éthos des politiques, de l'écœurement de la politique spectacle, de la guerre des égos, de ce qu'ils appelaient le Muppet Show. Voilà. Et là, ce qu'on a entendu dénoncer cette conflictualité dans la politique, ce ne sont pas des abstentionnistes, c'était des gens qui sont intéressés par la politique. Donc, en fait, je pense que ça résonne quand même comme une alerte assez majeure, pas seulement pour LFI, évidemment, mais pour la classe politique dans son ensemble,
pour les médias aussi, qui évidemment ont un rôle de cadrage de ce débat public. Aujourd'hui, en accentuant en permanence cette conflictualité, on scie la branche démocratique sur laquelle on est assis. Si on finit par dégoûter les Français de la politique dans leur ensemble, voilà, on est tous perdants. C'est un peu comme si finalement les Français avaient parfaitement épousé cette phrase célèbre la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Victor Hugo. Et en effet, quand on entend et quand on lit en effet votre rapport, on a vraiment le sentiment que les Français, en tout cas, perçoivent la forme en permanence comme du fond en effet qui remonte à la surface. Troisième élément, évidemment, du rapport, on a parlé de la France, on a parlé du RN et notamment du RN à l'Assemblée nationale, en contraste avec l'ambiance à l'Assemblée nationale d'une façon générale. La troisième grosse partie du rapport, elle porte donc sur Marine Le Pen elle-même. Et là, vous avez fait un travail très intéressant, très original, qui est une association finalement de Marine Le Pen avec un certain nombre d'objets, avec un certain nombre de marques, avec un certain nombre de figures et en effet d'objets de la vie quotidienne. Vous avez demandé finalement aux Françaises et aux Français que vous avez interrogés comment ils associaient ou non Marine Le Pen à ces différents objets, à ces différentes marques-là. Là-dessus, c'est quoi les trois objets, les trois marques, les trois catégories qui vous semblent les plus pertinentes aujourd'hui pour décrire la façon dont la France des modérés perçoit Marine Le Pen aujourd'hui? La parole à l'expert des marques et de la consommation. Donc en reboucle par rapport à ce que je dis en introduction, c'est l'exercice, c'est si Marine Le Pen était une marque de grande consommation, à laquelle vous pensez? Bon. Ensuite, en tirant le fil, où est-ce qu'elle est vendue? Les exemples sont venus d'eux, c'est important. Les exemples sont venus d'eux, voilà, exactement. Il y a en gros 3 grandes catégories de marques qui sont ressorties. Première catégorie, attendue, des marques plutôt de répulsion. Ça va de la répulsion gustative, les choux de Bruxelles, je n'aime pas, et je comprends que d'autres puissent y aller, mais moi ça me dégoûte, à des formes beaucoup plus brutales du type le Roundup. Et rappeler peut-être? Alors, qui est un désherbant, et la justification c'est du poison, et quelqu'un, de manière très intéressante et un peu inquiétante, mais significative, signifiante, enchérit en disant « Oui, mais le Roundup, ça peut être utile quand même, ça débouche les toilettes. » Donc, manifestement, il s'est trompé de produit, mais en tout cas, cette conception, là, on touche les imaginaires, on touche l'inconscient, là. Il n'aurait jamais dit ça frontalement sur Marine Le Pen. Mais cette conception d'une extrême droite qui peut être utile, une forme de purge salvatrice, là, c'est quand même un sacré signal. Bon, deuxième catégorie, la péremption. Ça, c'est quand même très intéressant. Tout un tas d'anciennes marques, le Walkman, Nintendo, la marque Damar d'habillement, où au fond c'est l'image d'une Marine Le Pen démodée, qui fait partie un peu des meubles de la classe politique, mais qui au fond, et certains d'entre eux le disent explicitement, si je devais présenter ça à mes enfants, ils riraient ou trouveraient ça totalement ringard. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que là on reboucle sur ce qu'on disait sur le travail d'image, c'est toutes les marques qu'ils citent de transformation, et la plus signifiante étant Lidl. Cette marque de hard discount, qui a longtemps été considérée comme une marque très appauvrissante, c'est le magasin du pauvre, c'est là où on trouve de quoi s'alimenter pour pas cher, et qui, ces dernières années, a fait un très important travail de transformation d'image, d'une part en devenant lifestyle, c'est-à-dire qu'on a entendu, on a lu ou vu ou écouté ces espèces de cohues de jeunes qui s'arrachaient les baskets Lidl qui venaient de lancer. Donc, ils avaient lancé une chaîne de vêtements associée. Donc, une lifestylisation très importante de Lidl et d'autre part, une extension de clientèle très importante. C'est-à-dire que ça ne cible plus du tout simplement les CSP moins et qui s'est totalement élargi en plus avec une gamme qui s'est premiumisée. Donc, cet exemple-là d'une Marine Le Pen, Lidl, montre bien le point d'étape auquel on se trouve aujourd'hui, un an après sa défaite, qui aurait dû être une défaite définitive. Enfin, je veux dire, elle a quand même perdu pour la 3e fois les élections présidentielles. Et là, on voit au contraire. Ce qui ressort, c'est cette idée, je cite, de quelqu'un qui a été capable de s'adapter à la nouvelle France. Donc ça, ce type de verbatim nous montre que cette terre du milieu, pour reprendre notre expression, est sensible, encore une fois, à cette forme et l'applique. Et c'est un peu le point de suspension, mais serait amené à l'appliquer demain sur des terminologies beaucoup plus électorales et sonnantes et trébuchantes. Une remarque sur la deuxième catégorie, la péremption, on peut aussi qualifier de ringardisation. Là aussi, c'est à double tranchant, c'est ça qui est très intéressant, parce que les exemples que Raphaël vient de citer, le Walkman, le Nintendo et Damar, en fait, ont tous été
cité par les libéraux optimistes et pas par les stabilisateurs. Or, les libéraux optimistes sont plus jeunes que la moyenne des Français, un peu plus technophiles, de ce point de vue-là, pas tellement représentatifs en fait des Français. Et justement, contrairement à ce groupe-là, si on pense aux Français dans leur ensemble, eh bien, sans doute que la ringardisation, en fait, peut participer de la banalisation et de la dédiabolisation de Marine Le Pen. Et d'une forme de sympathie. Et d'une forme de sympathie, parce que sans doute qu'un certain nombre de Français se sentent eux-mêmes un peu ringards, un peu dépassés, et qui s'identifieraient volontiers, en fait, à une figure un peu ringarde. Rassurante, parce que ringarde. Pour terminer, au sein de cette France-là, c'est quoi les 3 arguments centraux, les 3 arguments majeurs, peut-être certains arguments moraux d'ailleurs. Quels sont ces 3 arguments, en tout cas, qui continuent de fonctionner ou qui devraient fonctionner dans les mois, dans les années à venir pour continuer finalement à faire barrage entre cette France des modérés et l'extrême droite et Marine Le Pen lors des prochaines échéances, à commencer évidemment par la prochaine présidentielle. C'est un mot sur la facho-anxiété dans son ensemble, et puis je laisse la parole sur les trois dimensions repoussoires. Je trouve que ce qui est très intéressant dans cette expression de facho-anxiété, c'est cette anxiété, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est que ces modérés sont, de façon semi-consciente, dans l'angoisse de cette espèce de pente glissante sur laquelle ils se sentent, et ils sentent que nous sommes à la fois individuellement et collectivement. Et donc il y a cette tension entre la résistance sur le terrain des valeurs et en même temps cette sorte de curiosité, voire d'attirance qui en fait est parfaitement illustrée par le test de la bière. Est-ce que vous iriez boire une bière avec Marine Le Pen si l'occasion se présentait? Certains disent non sur des positions de principe, d'autres disent bah en fait oui parce que voilà, j'ai envie de savoir finalement comment elle est, j'ai envie de me faire ma propre idée. Et donc cette expression de facho-anxiété, c'est ça, c'est cette tension dans laquelle ils se sentent de façon semi-consciente. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette facho-anxiété? Qu'est-ce qui résiste encore? Quels sont les 3 éléments repoussoirs qu'on a recueillis au gré des discussions? Le premier, c'est une réponse directe à la polémique entre Emmanuel Macron et sa première ministre, lorsqu'il avait recadré, lorsqu'elle avait rétabli la filiation entre le RN et Pétain. C'est un argument moral. Quand on leur demande spontanément, vous savez, on entend souvent cette phrase, le RN, c'est le seul parti qu'on n'a pas encore essayé, qu'est-ce que ça vous évoque? Dans les 2 groupes, c'est ça qui est intéressant. Spontanément, ils disent, mais si, on l'a déjà essayé, c'était entre 39 et 45. Donc là, ce qu'on constate, c'est que dans cette France modérée, l'argument moral, l'argument historique de l'extrême droite, le lien d'égalité entre extrême droite, violence, racisme, xénophobie, etc., chose qu'on a l'habitude de dire, ça ne marche plus, le Front républicain, c'est terminé, ben, auprès de cette France modérée, ça fonctionne. Je trouve que c'est très important de le rappeler, l'argument moral numéro 1. Le numéro 2, ce qu'on a constaté, c'est que pendant la crise économique, l'argument repoussoir en termes de mesures de l'extrême droite, c'était la sortie de l'euro. Alors ça faisait paniquer toute cette France modérée. Là, il y a un nouvel argument repoussoir, non pas en crise économique, en crise climatique, c'est le démantèlement des éoliennes. Et donc là, je trouve que ça donne... Un déplacement de la radicalité, en fait. Absolument. Et donc, ils trouvent hallucinant qu'en 2023, dans un moment où on doit accélérer sur les politiques climatiques, qu'une candidate sérieuse à l'élection présidentielle puisse proposer ce type de mesures. Et donc, je trouve que là, il y a un boulevard pour contrer l'extrême droite sur son programme anti-écologique. D'autant que plusieurs d'entre eux pointent spécifiquement, par ailleurs, l'incompétence et l'inconséquence de l'extrême du Rassemblement c'est national le 3e sur l'écologie. point, absolument, Disant, voilà, beaucoup plus général. C'est effectivement cet argument qui existe encore. Alors, toutes les enquêtes nous montrent que c'est de moins en moins le cas. En tout cas, dans cette France modérée-là, l'idée selon laquelle l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est l'arrivée de l'amateurisme au pouvoir, est encore très, très prégnante, avec des verbatims très forts. Ils ne vont jamais au bout des dossiers. Au fond, ils ne disent rien, mais c'est peut-être parce qu'ils ne pensent rien qu'ils n'arrivent pas à penser. Ce sont des girouettes. Il y a encore cette forme d'opportunisme en disant, mais au fond, ils sont là pour collecter les colères, mais il n'y a pas vraiment de programme derrière. C'est encore quelque chose de très prégnant. Donc, ces 3 arguments, moral, Pétain et l'extrême droite, ça fonctionne encore. 2, les éoliennes comme nouvelle mesure repoussoire. Et 3, l'amateurisme, sur lequel je crois il faut être intraitable. C'est qu'à chaque fois qu'ils font des erreurs de fond, voire même quand on a la possibilité de les cantonner dans des détails, des débats techniques, je pense qu'il faut le faire et ne pas se laisser entraîner par la petite musique qui laisserait dire ils ont beaucoup travaillé, ils sont très bons, ils sont maintenant imprenables sur le fond. Je pense qu'ils ont tort, je pense qu'on a tort de le penser et d'ailleurs eux-mêmes le disent, certains y arrivent et ils citent Patrick Cohen en disant mais certains journalistes ils demandent très fort une demande directe aux journalistes de la part des médias faites le travail sur le fond pour les piéger parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant. En fait, on revient sur 2 basiques, si on lit l'intégralité du rapport.
l'importance de la forme, d'une part, l'importance du fond, d'autre part. Voilà, en fait, on refait de la politique avec des choses qui, a priori, sont basiques, mais qui sont et qui restent essentielles. Merci à tous les deux. On retrouve du coup la terre du milieu législative un an après la France modérée face à l'extrême droite sur le site de Destin commun. C'est un rapport à lire très intéressant. Un an après, en effet, l'arrivée de ces 80 députés RN à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.